Je- Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être bref et utile. Et effectivement, mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment désolé de ne pas être à vos côtés. Et en même temps, le séminaire gouvernemental qui nous a occupés toute la journée était à bien des moments très, très proche de vos préoccupations, puisque, bien, comme vous le savez, les questions écologiques ont été au cœur des travaux de notre journée. Et puis, à voir les personnes présentes et dans cette table ronde et en ayant regardé votre programme, c'est vrai que j'aurais adoré participer à vos échanges. Et puis, Xavier Lemoine m'a vanté la qualité de vos travaux et j'en profite pour saluer la présidente fondatrice de 5T, Madame Maestroni, et la remercier de son invitation. Le sujet qui est le vôtre sur la neutralité carbone et les priorités que l'on doit tous se donner en termes de logement, bien évidemment, vous vous en doutez, sont aussi celles du gouvernement. Le président de la République l'a dit au mois d'avril, hein, ce futur quinquennat sera écologique ou ne le sera pas. Le ministre de la Ville et du Logement se permet de dire que la ville de demain sera durable ou elle ne sera pas. Et il est extrêmement important qu'on prenne cette dimension en compte. Xavier l'a dit, la dimension du logement, de la ville, sont des dimensions extrêmement imbriquées avec la qualité de vie de nos concitoyens, qu'on parle de villes de banlieue ou de villes périphériques ou de villes capitales. On l'a vu tout au long de l'été, on est tous frappés par le dérèglement climatique, par les îlots de chaleur, par les problématiques de passoires thermiques. Et même si, on le sait, la morsure de ces chocs climatiques est parfois plus dure à vivre quand on est fragile, ces difficultés-là nous touchent tous. Et il y a quelques années encore, on regardait le dérèglement climatique comme une forme de science-fiction. On se demandait quel monde, quelle ville on allait laisser à nos petits-enfants. La réalité, elle est celle de l'immédiateté. C'est plus une question de demain, c'est vraiment une question d'aujourd'hui. Et tout ce que l'on fait maintenant pour accélérer les questions de durabilité auront des effets immédiats, mais n'auront pas la capacité de rattraper tout ce qu'on n'a pas encore fait. Cet après-midi, Madame Masson-Delmotte du GIEC présentait de manière extrêmement pédagogique à l'ensemble des ministres les effets du dérèglement climatique et la manière dont aujourd'hui nos options ne sont pas très grandes. On a une obligation de s'adapter parce que les effets du dérèglement climatique sont là et donc il faut s'adapter et quels que soient les efforts que l'on fera, on ne reviendra jamais aujourd'hui ou en tout cas dans trop longtemps à l'état antérieur. Il faut anticiper et quoi qu'on le fera, on n'aura pas le temps de rattraper. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire, bien au contraire. Et je crois vraiment que toute dimension et ambition urbaine doivent avoir une ambition environnementale. Et cette ambition, il n'y aura pas d'ambition environnementale durable sans réduction de notre impact carbone. C'est le sens de vos rencontres. Et la ville durable de demain doit être une ville bas carbone. Une ville bas carbone, il ne suffit pas de le dire, il faut s'en donner les moyens. Une ville bas carbone, c'est évidemment une ville dans laquelle les déplacements sont réduits, peu carbonés, les déplacements sont partagés dans les transports en commun, bien sûr, partagés dans les mobilités douces, partagés aussi probablement à l'intérieur de son propre véhicule, partagés, et la Première ministre en a parlé il y a quelque temps, à travers l'augmentation du nombre de parkings relais à proximité des gares et avec Xavier Lemoine, on est bien placé pour savoir qu'il y a un vrai besoin et une vraie dimension d'invention pour cela, parce qu'il faut prévoir tout type de rabattement vers les transports en commun. Une ville bas carbone, c'est aussi une ville dans laquelle on est dans la minute, le quart d'heure, en tout cas une ville dans laquelle les services de proximité sont présents.
Et je ne parle pas d'un des sujets qui m'a préoccupé pendant l'été, celui des dark stores et des dark kitchens, parce que il faut se méfier de fausses solutions qui ont aussi des effets contraires à ce que l'on souhaite quand on parle de bas carbone. Et une ville de bas carbone, c'est évidemment une ville dans laquelle les bâtiments consomment moins. Et c'est vraiment un sujet extrêmement important. Une ville que l'on construit avec des matériaux de qualité, des matériaux biosourcés, avec, je crois, et ça sera la force des constructions d'aujourd'hui et de demain, sur une réflexion nouvelle sur le choix des matériaux, les bétons bas carbone, le bois, si tant est qu'on ne fasse pas le tour de la planète pour ramener les éléments en bois de nos constructions à venir. Et vous le savez, notre pays, à travers différentes lois, s'est doté d'une stratégie nationale bas carbone afin d'atteindre cette neutralité en 2050. Et moi, je suis très attentif au respect de cet objectif. Et pour cela, bien évidemment, il faut repenser profondément nos activités économiques en se dotant véritablement de trajectoires bas carbone dans tous les niveaux, comme je viens de le dire. Et je crois que si on veut y arriver, il faut que cette stratégie nous incite à changer notre mentalité dans tous les domaines, bien évidemment dans celui de la ville et du logement, mais pas seulement. Et pour changer cette mentalité avec des actions concrètes dans le domaine de la ville et du logement, je voudrais vous donner ce qui sont, je crois, mes 3 priorités. La première des priorités, c'est une démarche de faire avec ce qui est déjà là. Parce que, on le sait, 80% des logements de demain sont les logements d'aujourd'hui. Xavier parlait tout à l'heure du PREP et des efforts et de ce qu'il a porté, notamment avec Florence qui est à ses côtés, sur la dimension des zones pavillonnaires, ce que certains appellent la ville légère. Mais on le sait, le logement de demain est pour beaucoup le logement d'aujourd'hui, environ 80%. Donc il faut faire avec le déjà là, et une démarche qui valorise l'existant, parce que j'entendais parler de Jean-Luc Borloo il y a quelques minutes. Oui, parfois il faut reloger, démolir, reconstruire, et c'est des passages obligés du renouvellement urbain, et bien évidemment ça continuera à exister parce que ce que l'on construit après a de grande qualité, et ce que l'on avait avant n'est pas suffisamment en bon état, ou pour des raisons urbaines il faut démolir. Mais il faut absolument se donner les moyens de réhabiliter, de rénover, de faire avec l'existant, et je crois vraiment que ça doit faire partie de nos attentions particulières. Il faut bien évidemment accélérer la rénovation énergétique, accélérer la rénovation énergétique pour aller plus loin sur les questions de sobriété, et la Première ministre et le Président de la République ont beaucoup insisté, parce que la sobriété, c'est aussi la démarche qui a un effet immédiat, c'est celle de l'immédiateté. Et si on se donne collectivement ces objectifs de sobriété, on ira plus loin, et on protégera aussi notre pays de difficultés supplémentaires cet hiver, par exemple, avec des chocs énergétiques si on n'est pas suffisamment attentif. Et puis il y a la question de la sobriété sur l'eau, la sobriété énergétique, et je crois vraiment que c'est un effort collectif et individuel que l'on doit mener sur les questions de sobriété. Et donc cette sobriété énergétique, il faut la repenser à différents niveaux, je l'ai dit, à l'échelle du bâtiment. Il faut faire davantage pour rénover et réhabiliter le parc de logements collectifs. C'est le sens de ce qui est mené avec l'ANA et le dispositif France Rénov', que l'on va continuer à améliorer, qu'on va continuer à développer. On va travailler avec les collectivités locales, on va travailler avec les ALEC pour encore mieux faire connaître ce guichet unique et tous les dispositifs de MaPrimeRénov', copropriété notamment. Et il faut qu'on travaille. J'étais encore hier matin avec Éric Lombard, le président de la Caisse des dépôts, pour que l'obstacle financier pour la copropriété et ce qu'on appelle le reste à charge
on essaye de le lever, soit à travers de nouvelles aides, de nouveaux prêts à la copropriété, soit à travers de nouvelles aides ou de nouveaux prêts, notamment du préfinancement. Vous savez que les vieux élus, on a connu des périodes où il existait un préfinancement qui permettait aux copropriétaires d'avoir une capacité à lancer les travaux, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir, dans le cadre d'un dispositif, notamment les OPA, faire travailler la copropriété, les faire réfléchir à ce qu'il faut faire, aller en assemblée générale de la copropriété, ce qui n'est pas toujours une mince affaire d'avoir le quorum, et de se retrouver avec un vote négatif de la copropriété sur les travaux parce que le reste à charge paraît insupportable et que, entre guillemets, le retour sur investissement n'est pas suffisant. Et je crois vraiment qu'on a une obligation à réussir. Donc il y a la rénovation énergétique à l'échelle du bâtiment, j'en ai parlé, à l'échelle du logement, bien évidemment. Et là, il faut, comme je viens de le dire, accompagner les propriétaires de logements dans ces démarches individuelles. Et là encore, l'ANA et ma prime rénov' et les accompagnateurs rénov' seront là pour être plus efficaces, pour qu'on ait immédiatement la connaissance de ce que les travaux à produire vont avoir comme effet, d'abord sur son DPE, mais aussi sur la qualité de vie dans son logement. Et c'est plus de 700 000 dossiers qui ont été déposés à l'ANA au premier trimestre 2022. Et je crois que c'est vraiment un très beau dispositif dont j'hérite, donc je ne vais pas m'en attribuer quelques mérites personnels, mais c'est une aide qui est simple, juste, et là aussi, je crois qu'il faut vraiment qu'on l'accompagne. Et puis, il faut maintenant aussi accélérer, tenir les calendriers, je l'ai dit. On me demande depuis que je suis ministre si les règles sur la mise en location ou l'interdiction de remise en location sur les logements de DPE F et G pourront être retardées. Non, j'espère en tout cas qu'on sera en capacité de tenir ces engagements. C'est des engagements qui sont bons pour les gens qui habitent dans ces logements, c'est des engagements qui sont bons pour la planète et il faut les tenir. Et vous le savez, hein, depuis le 22 août, donc c'est tout frais, on a tenu cet engagement qui fait que dans les passoires thermiques, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'augmenter les loyers, même au niveau de l'IRL. Les loyers de ces passoires thermiques sont bloqués depuis le 22 août. On n'a pas le droit de les augmenter à la relocation, on n'a pas le droit de les augmenter dans la reproduction d'un bail, et je tenais à cette mesure et je tiens à ce qu'elle perdure. Et puis pour les logements dits passoires thermiques, à partir du 1er janvier 2023, ils ne pourront plus être remis à la location. Bien évidemment, on va mettre personne dehors, mais il est extrêmement important, je crois, qu'on ait cette fermeté parce qu'on est un certain nombre d'élus locaux à savoir ce que ça veut dire de vivre dans une passoire thermique. Et là aussi, avoir cette fermeté, c'est bon pour la planète. Ce que je souhaite aussi, c'est accélérer les réhabilitations. Je viens d'en parler, j'ai parlé de ma prime rénov', j'ai parlé des accompagnateurs rénov', et on est en phase de recrutement, l'ANA directement, en partenariat avec les collectivités locales, les ALEC peuvent aussi nous aider à recruter ces accompagnateurs rénov' pour avoir vraiment la visibilité. Parce que quand on est propriétaire, c'est inquiétant de se lancer parfois dans ces dispositifs de rénovation. C'est le rôle des ALEC d'accompagner, mais on a besoin d'être sûr que ce que l'on fait aura un effet sur son bien, un effet sur la qualité de vie à l'intérieur de son logement, pour soi-même ou pour son locataire. Et comme il y a aussi eu des gens qui ont profité de ces dispositifs pour faire tout n'importe quoi, il est important que chacun ait une bonne visibilité de ce qu'il va entreprendre comme travaux. La troisième des priorités, c'est construire bas carbone. Parce que si dans la période qui est la nôtre, on n'est pas en capacité de construire plus, mais surtout de construire mieux, eh bien, nous ne serons pas au rendez-vous des enjeux climatiques et des enjeux de développement durable et de baisse de notre parcours carbone. Et donc, il faut accélérer cette transition.
réfléchir au logement, réfléchir à l'habitation, mais réfléchir à la ville dans sa globalité, réfléchir aux équipements publics, réfléchir bien évidemment à l'école, hein, avec les chocs climatiques qui sont les nôtres. On l'a vu au moment du brevet des collèges il y a quelques années, 2019 de mémoire, on l'a vu cet été au moment du baccalauréat, quand il y a ces pics de chaleur et que nos établissements scolaires ne permettent pas d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions. C'est de notre responsabilité de travailler sur ces sujets-là. C'est de notre responsabilité de faire qu'une cour d'école ne soit pas un grand tapis de bitume noir et un formidable îlot de chaleur, d'abord pour les enfants, mais pour la ville elle-même. Et je crois vraiment que notre responsabilité, c'est de construire mieux, de réfléchir mieux à la ville de demain et à cette ville dans laquelle les îlots de chaleur soient bannis ou en tout cas en cours de l'être. Et j'ai le sentiment que tout le monde se sent responsabilisé sur ces questions. Je rencontrais plusieurs fois déjà la Fédération française du bâtiment, la Fédération française des travaux publics, et ces questions-là sont au cœur des dynamiques, et les promoteurs, les architectes, les bureaux d'études, tout le monde se sent mobilisé et réfléchit à la transformation de leur activité pour répondre à leur ambition environnementale. Bien évidemment, les nouvelles réglementations, et en particulier la RE 2020, nous aident à accélérer parce que le cadre réglementaire est ambitieux. Alors, il peut paraître contraignant, mais cette contrainte, elle est la bonne, elle est nécessaire parce qu'elle oblige les constructions neuves dans plusieurs objectifs, vous le savez, la sobriété énergétique, la sortie des énergies fossiles, la diminution de l'impact carbone, le confort en été, le confort en hiver. Et je crois qu'on n'avait pas le droit de passer à travers cette ambition. Et cette ambition, elle s'inscrit dans une réglementation qui va aller sur des temps longs, avec des trajectoires progressives de 2022 à 2021, avec des seuils carbone de plus en plus ambitieux, et elle participe pleinement aux objectifs de planification écologique que la Première ministre a rappelé aujourd'hui à l'ensemble de son gouvernement. Quel que soit notre sujet de prédilection au gouvernement, nous devons à juste titre nous emparer de cette ambition énergétique. Mais évidemment, vous doutez bien que le ministre du Logement et de la Ville que je suis, dans le pôle écologique et cohésion des territoires, se doit d'être particulièrement exemplaire sur ces questions-là. Ensuite, ça fait partie de mes credos, mais comme beaucoup d'ambitions locales, la ville, ce n'est pas que du dur, ce n'est pas que du bâtiment. Et une ville durable, c'est aussi une ville plus inclusive. Et cette ville, elle doit participer à faire société, à faire le vivre ensemble. Et c'est extrêmement important que cette politique qui doit mêler tout à la fois l'urbain et l'humain soit au cœur de notre ambition environnementale, et aussi de notre ambition sociétale. Sinon, les habitants de ces villes ne pourront pas accepter les efforts qu'ils ont à faire. Et notamment dans les quartiers populaires, l'urgence environnementale croise souvent l'urgence sociale. Et d'une certaine manière, la réalité, c'est que la question environnementale est une question sociale, parce que les plus fragiles n'ont pas les moyens de se protéger de ces différents chocs. Et c'est de notre responsabilité collective de protéger les plus fragiles, les protéger du bruit, les protéger de la chaleur, les protéger du froid, les protéger de l'humidité, de ne pas avoir qu'un jour qui n'est peut-être pas si loin, et pour un certain nombre de Français, c'est un jour qui existe déjà. On se demande si on est capable de se chauffer ou de se nourrir. Et évidemment, c'est quelque chose qui m'est, et comme à vous tous, parfaitement insupportable. Et pour ces quartiers et ces habitants les plus fragiles des villes et des quartiers populaires, eh bien, il ne faut pas que cette problématique environnementale vienne se surajouter aux problématiques sociales. Au contraire, il faut qu'on fasse de cette dimension environnementale un plus pour accompagner ces dynamiques sociétales. Et
je crois qu'il faut le dire, et je conclurai là-dessus, les habitants du quartier populaire ont envie et besoin de cette excellence environnementale. Je crois que où qu'on habite, que ce soit dans une ville populaire, une ville de centre bourg ou une ville capitale régionale, on a envie et on a le droit au beau, au bon et au durable. Et cette rénovation énergétique, c'est un enjeu pour notre pays, c'est un enjeu pour les quartiers, c'est un enjeu pour l'égalité des chances, c'est un enjeu pour les ménages les plus modestes et c'est un enjeu d'égalité réelle. Bref, je ne prône pas, nous ne prônons pas une transformation écologique vue du ciel, mais une transition écologique concrète, une transition écologique du quotidien, une transition écologique qui va changer le quotidien des habitants des quartiers populaires. Et vous pouvez vraiment, et vous le savez pour ceux qui me connaissent, Xavier a parlé de la présidence de l'ANRU que j'exerçais encore il y a quelques semaines, cette volonté que j'ai de faire la ville, faire une ville dans laquelle on se sente bien, dans laquelle l'ensemble des aménités soient présentes, celle du logement bien sûr, celle de la mobilité, celle des transports, celle des équipements publics qui fassent qu'à un moment on se dise oui, c'est là que j'ai envie de vivre, et cette ville dans laquelle les efforts que l'on aura faits, parce qu'on le sait souvent, les villes populaires souffrent d'être un sas permanent dans lequel les populations les plus fragiles et le travail que font les maires, les associations, les habitants font qu'à un moment, un certain nombre de ces populations vont mieux, et c'est ces populations-là qui quittent la ville et vont ailleurs, et d'autres à nouveau fragiles arrivent, et on reprend ce travail inlassable. Moi, je crois à une politique qui permette aux habitants des quartiers populaires, eh bien, s'ils le souhaitent, de pouvoir quitter ces territoires, mais surtout s'ils le souhaitent, parce qu'on aura fait un bon travail, qu'ils aient envie d'y rester. Voilà un peu le credo qui est le mien, et que je voulais vous rappeler de loin. C'est forcément plus difficile que si j'avais été à vos côtés. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour cette ambition. Je vais laisser la parole à Myriam qui va clôturer cette journée. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous et sur un sujet aussi fondamental. On parle beaucoup de sacrifices, de pénurie, de sobriété. Et je crois que ne pas terminer cette journée sous le signe de la rénovation et de l'efficacité énergétique aurait été indigne des travaux de 5T qui, depuis 10 ans, Xavier l'a rappelé, ont comme valeur cardinale de, évidemment, mettre les éco-citoyens, consommateurs au centre de l'équation, parce qu'à la fin, on ne peut pas tout le temps avoir des logiques du haut vers le bas. Je crois que tout ce que vous faites, et vous l'avez exprimé avec beaucoup de délicatesse, pour engager chacun et chacune à vivre dans des logements décents, pour plus de confort, pour baisser l'empreinte environnementale, pour regagner du pouvoir d'achat et demain, j'espère, lutter un peu contre l'inflation, ben ça passe pas juste par des injonctions, ça passe par un travail qui est méthodique, où on peut trouver des artisans qualifiés, vous l'avez dit, où on comprend les aides, où le parcours est clair et où on a des travaux qui se font sérieusement avec les effets attendus. Donc, on ne pouvait pas trouver meilleur thème, malheureusement, dans les temps graves que nous traversons et par lesquels nous avons commencé ce matin, puisque nous les avons longuement développés, que celui de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire comment, finalement, on est tous concernés dans nos vies de quotidien par ce sujet de la sobriété, de l'efficacité énergétique. 15 millions de logements à rénover en France, 100 millions en Europe, c'est des emplois et c'est juste un peu plus que de dire, il ne suffit pas de dire, il faut décortiquer les choses. Et donc, Florence, vous me l'avez demandé, je le fais avec grand plaisir. J'ai quand même créé une société qui s'appelait Économie d'énergie et j'ai lâché le pétrole et le gaz pour ça et j'ai passé 10 ans de ma vie, donc je suis vraiment à vos côtés là-dessus.
vous avez décidé de faire une tribune sur la rénovation énergétique qui a été signée par un certain nombre de personnes. Cette tribune, on voudrait la transformer en pétition parce que je crois que les Français font beaucoup de sacrifices, les Européens font beaucoup de sacrifices, ils vont certainement devoir en faire plus. Et donc, voilà, que ce que les Français, les Européens peuvent faire pour l'État, ce que l'État peut faire pour eux, pour les aider à améliorer leur logement, de façon globale, et bravo pour vos travaux. Et donc cette tribune, on va la mettre ce soir à l'Aquarium, et n'hésitez pas, tous ceux et celles qui partagent ce besoin de sobriété et de rénovation énergétique pour les logements, à la signer et à vous joindre à ce mouvement qui est un mouvement collectif et qui part par un effet de contagion positif entre nous tous. Donc un grand merci à tous pour avoir assisté aux travaux. Je vous rappelle que les leaders apportent ce qu'ils ont de mieux à partager et viennent continuer à apprendre ce que Xavier nous a rappelé. Et bravo et merci pour votre fidélité. Merci également Florence qui était là depuis le début. Et puis merci à tous les experts.